Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 36e chambre du cinéphage. Oui, ça aura pris du temps, mais voilà, on est de retour et cette fois-ci nous allons à nouveau parler de cinéma hongkongais avec une trilogie culte qui est celle du Syndicat du crime initiée par John Woo, dont le titre anglais est A Better Tomorrow. Avant d'attaquer le vif du sujet, je me présente, donc je suis Aurélien. Et je suis accompagné par Johan. Donc bonjour Johan, comment ça va ? Salut Aurélien, écoute, ça va très bien et très heureux de pouvoir reprendre l'émission. Oui, ça fait plaisir, surtout que cette fois-ci quand même on va s'attaquer à du lourd avec ce triptyque fondateur, on pourrait dire, enfin surtout le premier volet qui est un classique fondateur, mais on expliquera tout ça dans quelques minutes. Donc pour commencer, que penserais-tu de pitcher les trois films avant d'en parler plus en détail ? Alors, on va faire très très simple parce que c'est quand même c'est un gros morceau justement dans l'histoire du cinéma hongkongais. En fait, pour faire très très simple, les trois volets du Syndicat du crime, enfin la saga, on va dire, ça se focalise en fait sur le parcours de deux truands qui s'appellent Ho et Mark, interprétés respectivement par Thi Leung et Chow Yun-fat, et de Kit, donc qui est le petit frère de Ho, qui lui est joué par Leslie Cheung et qui lui se destine à être policier. Et pour faire très simple, ça raconte leur mésaventure, leur tragédie, pour être plus simple, au sein, on va dire, des triades de Hong Kong dans les années 80. Ça, c'est pour les deux premiers opus. Et le troisième, qui est à part, c'est un préquel, en fait, qui raconte justement, on va dire, la genèse, quelque part, de Mark, durant la guerre du Vietnam, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est la genèse et la jeunesse de Mark. Exactement. Tu as bien posé le contexte. Après, c'est vrai que ça aurait été difficile de rentrer dans le détail pour pitcher le 2, par exemple, parce que j'aime beaucoup le film, mais le 2, scénario, c'est juste n'importe quoi et c'est à peu près irracontable. Oui. Je dois l'avouer. En fait, disons que c'est le 2, on va dire qu'ils ont eu beaucoup de mal à raccorder les trous avec le premier, voilà. C'est du marabout de ficelle, mais ça, on y reviendra. Voilà. Oui, on y reviendra, bien sûr. Donc, pour commencer, de quoi aimerais-tu traiter, au premier abord, concernant ces films ? Je pense que c'est très important, pour entrer dans le vif du sujet, d'évoquer le contexte et je pense l'importance qu'ont eu ces films, en fait, aussi bien dans leur conception que dans leur accueil. C'est que le Syndicat du crime, ça a été tourné donc en plein milieu des années 80, à une époque où justement tu as le cinéma hongkongais qui explose, et en fait notamment avec celui qu'on considère, alors c'est un surnom, hein, c'est plus compliqué que ça dans les faits, mais celui qu'on surnomme le chef de file de la nouvelle vague hongkongaise, qui est justement Choi Ark, qui à cette époque explose de partout. C'est même celui qui impose de là dans l'industrie du cinéma de Hong Kong, notamment via ses réalisations et ses productions au sein de la compagnie Film Workshop, en fait. Et donc mais la Film Workshop qui est toute récente à l'époque de la sortie du Syndicat du crime, parce qu'il me semble qu'il n'avait produit, à moins que j'oublie des titres, mais il me semble qu'il n'avait produit que 2 films qui étaient d'ailleurs 2 réalisations de Tsui Hark, Shanghai Blues et Peking Opera Blues. Et c'est qui avaient été des petits succès, mais pas des cartons énormes cependant. Et c'est justement le Syndicat du crime qui va, on va dire, entériner justement, on va dire, l'influence de Choi Ark sur le cinéma de Hong Kong, mais par l'intermédiaire de John Woo. Alors John Woo, pour faire très, très simple, c'est que
À cette époque, donc c'est un réalisateur notamment de comédie et il a fait effectivement quelques films, on va dire, d'époque qui étaient un peu plus personnels, notamment La Dernière Chevalerie, qui est un wuxia-pian hommage à celui qui était son mentor, qui était le réalisateur Zhang Che, ainsi qu'un drame cantonais qui s'appelait Princesse Jinping. Et justement, donc à cette Oui, qui époque, était un film d'opéra d'ailleurs. un film d'opéra, voilà, pour être plus Oui, précis. ce qui est intéressant de le mentionner, étant donné que justement John Woo sera connu pour la dimension entre guillemets opératique de ses polars. Et c'est pour ça justement que je citais principalement ces deux-là plutôt que ces comédies, parce que ces deux-là vont en fait vont être, on va dire, les brouillons de ce qu'on va retrouver dans le Syndicat du crime et dans les œuvres ultérieures de John Woo. Et en fait, donc à cette époque, il faut savoir que sa carrière est au plus bas. Il est, on peut le dire, dépressif. Et si je dis pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, mais il avait fait une tentative de suicide à cette époque. Alors j'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble avoir entendu ou lu ça quelque part, oui. Que justement, en tout cas, quoi Mais en qu'il en tout cas, soit, il voulait arrêter le cinéma, c'est-à-dire que voilà, il y avait toute une période où il avait fait donc des comédies pour la Golden Harvest, qui n'étaient pas vraiment des films personnels, mais qui étaient quand même faits professionnellement et qui marchaient pas trop mal, puisque c'était des films avec un des frères Hoy qui était c'est pas Sam, c'est pas Michael, c'est Ricky Hoy. Et ensuite, John Woo, il a tenté donc d'autres choses avec par exemple La Dernière Chevalerie. Et ce qu'il a tenté, ça a été des échecs. Et donc il a dû revenir à la comédie. Et ensuite, il a fait des comédies pour la Cinema City, mais qui sont vraiment des films qu'on préfère tous oublier, lui le premier. Et c'est vraiment cette série de films qui apparemment l'ont totalement démotivé. Et donc vers le milieu des années 80, oui, il souhaitait arrêter le cinéma. Et justement, je vais juste mentionner un petit extrait d'interview de John Woo qui parle de ça. Puis c'est très intéressant la façon dont il en parle. On reconnaît le bonhomme et comment dire, sa sensibilité. Et voilà, tu vas comprendre pourquoi je mentionne cet extrait. Donc, j'ai rencontré Tsui-Hark 2 ans seulement après avoir parlé avec lui et les gens des studios. Il tenait un rôle dans l'une de mes comédies, Run Tiger Run. Je me souviens très bien de notre rencontre. Un soir, nous étions sur le port de Hong Kong et le soleil commençait à se coucher. Il y avait une vue magnifique, comme seul peut nous en offrir cet endroit. Nous avons longuement parlé de cinéma et nous nous sommes aperçus que nous partagions les mêmes influences. Nous avons regardé le soleil disparaître et nous nous sommes jurés de changer le visage du cinéma de Hong Kong et nous l'avons fait. En fait, la façon dont il décrit ça, on croirait à une scène avec Mark et O dans Better Tomorrow, justement. Ouais, Oui. quand ils regardent justement les Hong Kong qui s'étendent devant eux, notamment la fameuse scène d'avant climax final, justement, ils sont sur les hauteurs de Hong Kong avec la voiture en pleine nuit et ils disent dommage que tout ça va disparaître un jour. Et c'est vrai qu'effectivement, on visualise tout de suite cette anecdote que tu viens de décrire. Ouais, et donc Sawyer lui a donné l'opportunité donc de changer le visage du cinéma de Hong Kong et de faire enfin un film personnel, un film tel que lui le concevait, donc avec Better Tomorrow. Et en fait, donc, je me souviens d'une anecdote qui disait que justement, c'était justement Tsui-Hark qui avait dit à John Woo si ce film doit être son dernier film et c'est au moins qu'il soit le plus personnel possible. Et on peut dire carrément que c'est littéralement Tsui-Hark qui a sauvé la carrière de John Woo, comme tu l'as très bien résumé. Et en fait, c'est ce film-là, donc Le Syndicat du crime, qui va être produit donc assez rapidement en fait, comme tous les films de l'époque de Hong Kong. Qui va justement à la fois sauver la carrière du cinéaste, l'imposer au sein de l'archipel, et en même temps l'imposer au niveau du cinéma d'action par rapport justement à dire son approche qui était révolutionnaire en fait, qui était totalement révolutionnaire, etc. Alors quand on dit que le Syndicat du crime c'est une œuvre très personnelle pour John Woo, c'est qu'en fait, elle est au carrefour de plusieurs influences. La première, oui, justement, excuse-moi de te couper juste pour mentionner que tu disais que ça avait été produit très vite.
Je voulais juste dire ensuite que oui, parce que en fait, le Syndicat du crime, c'est un film qui a eu un budget relativement bas. En fait, ça faisait pas partie vraiment des grosses productions hongkongaises de l'époque. C'est même un film qui est sorti avec finalement assez peu de promos. Personne ne l'attendait vraiment, ce film, et ça a été un carton surprise. Mais après, quand on dit un carton, c'est-à-dire qu'il me semble que le film s'est imposé comme le plus gros succès de l'histoire du cinéma hongkongais peu après sa sortie, alors que c'est un film qui sortait en catimini. Enfin, C'est ce qu'on appellerait de nos jours un sleeper. tout à fait, tout à fait. Parce que je sais que je voulais rebondir là-dessus justement, parce que je sais que c'est un film et une saga qui sont extrêmement importantes, notamment pour toi. Et moi, je voulais attaquer justement cette analyse plutôt par quelque chose de personnel. C'est-à-dire, pour toi, qu'est-ce que ça a représenté le Syndicat du crime? Voilà. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Et qu'est-ce qui t'a marqué dedans et que tu pourrais justement déduire étant le style personnel de John Woo, mais qui dans ce style-là te touche particulièrement? Ça va être compliqué dans le sens où il y a un rapport assez particulier avec le Syndicat du crime, notamment le premier, c'est-à-dire que c'est le premier film hongkongais de John Woo que j'ai vu, à une époque où, après avoir découvert Volte-Face, qui avait été un choc, enfin, Volte-Face, c'est vraiment un des films fondateurs de ma passion pour le cinéma. Et donc, suite à Volte-Face, j'ai voulu découvrir d'autres films de John Woo, et en particulier ces films hongkongais qui avaient une grosse réputation et dont j'avais vu quelques images en fait qui m'avaient énormément marqué. Et je cherchais en particulier The Killer et À toute épreuve. Mais un jour, dans un supermarché, je tombe sur une VHS du Syndicat du crime. Et donc, tout content, j'achète la VHS. Parce que j'étais jeune, j'avais 15 ans à l'époque, 14-15 ans. Et là, je vois le Syndicat du crime et je dois avouer, j'ai aimé le film, mais j'ai été un peu déçu dans le sens où je m'attendais vraiment à un gros film d'action avec des gunfights tout le temps, des figures de style totalement comment dire, over the top, tout ça. Et c'est pas exactement ça le premier Syndicat du crime. C'est-à-dire, c'est un film dans lequel le style de John Woo est bien là, mais il part pas encore dans les excès qu'on verra dès le deuxième volet. Ce qui fait que voilà, j'avais apprécié le film, mais malgré tout, c'était pas, comme je disais, c'est pas exactement ce que j'attendais. Et je dois avouer que quelques mois plus tard, la découverte de The Killer et de À toute épreuve ont été beaucoup plus marquantes pour moi, parce que ça correspondait plus à l'image que je me faisais d'un film hongkongais de John Woo. Mais par contre, le Syndicat du crime, avec le temps, c'est devenu mon John Woo préféré. C'est-à-dire, c'est un film, je l'ai revu régulièrement, j'ai dû le voir au moins 15-20 fois depuis, et plus je le voyais, plus je l'appréciais, ne serait-ce que pour l'écriture de ces personnages, pour le trio d'acteurs que je trouve incroyable, et aussi parce que le Syndicat du crime, je trouve que ça fait partie de ces films des années 80 qui, en termes d'écriture, de rythme, de structure, enfin vraiment, me paraissent assez imparables, totalement impeccables. C'est un film dans lequel je trouve pas un bout de gras. Je trouve que tout se déroule avec une fluidité qui est juste hallucinante. Pour moi, c'est vraiment un modèle de rythme, d'écriture, de concision, quoi, de clarté. Et ça y est, c'est une qualité à laquelle je suis très sensible et que je retrouve dans certains films de l'époque, qu'ils soient hongkongais ou pas. Je pense par exemple à des films comme Terminator, Robocop, le premier Retour vers le futur. Vraiment, ces films où je me dis... tous les éléments de scénar sont bien placés là où il faut, avec zéro bout de gras et tout. Et comme je disais, et tout s'enchaîne avec une fluidité. Voilà, et je trouve que le Syndicat du crime a cette qualité, ce qui fait que c'est un film que je peux revoir et revoir sans jamais me lasser. Et ensuite, il y a aussi voilà, tout l'aspect, voilà, toute la sensibilité de John Woo, l'aspect mélodramatique, enfin, que je trouve vraiment particulièrement frappant et émouvant dans ce film en particulier. Voilà, j'ai beau adorer tous les John Woo de cette époque, j'aurais tendance à penser que la dernière scène entre Mark et Kit, quand Mark en fait attrape Kit et essaye de le raisonner, et que là il se passe un événement tragique
qui coupe la séquence, mais vraiment de façon hyper brutale. Je trouve que c'est une des plus belles séquences que John Woo a tournées. Je vais arrêter ici parce que là, je peux partir dans un tunnel très facilement. Et toi, donc, quel est ton rapport au syndicat du crime? Ben, c'est assez marrant parce que à t'écouter, on a eu beaucoup plus tardivement, mais on a eu à peu près le même cheminement sur la découverte de John Woo. C'est-à-dire que effectivement, moi, c'était ces films américains. Hein, je vais être très honnête. Hein, c'est-à-dire, j'ai connu sa période américaine avant sa période hongkongaise, donc tout ce qui était Mission Impossible 2, Volte-Face. Et après seulement, j'ai découvert assez tardivement tous les grands classiques qu'il avait fait à Hong Kong. Et comme toi, il s'est trouvé que bizarrement, le dernier de ces classiques de l'époque que j'avais vu, c'était Le Syndicat du crime. C'est assez marrant parce que souvent, même si c'est pas son premier film, mais c'est celui qu'on considère en général comme le premier de son style. Et c'est assez marrant parce que souvent, dans les rétrospectives de cinéastes que je découvre, je sais pas pourquoi, je termine toujours par le premier film en fait. Ne me demande pas pourquoi, et c'est pas volontaire. Le dernier Carpenter que j'ai vu, par exemple, c'était son premier film, Dark Star. Le dernier Jackson, c'était Bad Taste. Le dernier Miyazaki, c'était Nausicaa. C'est assez bizarre, en fait. Voilà, donc t'as fini Cameron avec Piranha 2? Oui. Exactement. Et oui, non, maintenant que tu le dis, ouais. Non, mais ça paraît, je sais pas pourquoi, mais c'est pas volontaire du tout. Mais à chaque fois, je termine par le premier. Alors, John Woo, comme on disait, c'est un peu un cas à part parce que c'est pas son premier film, mais c'est celui dans lequel, justement, on va dire, c'est le premier pur vrai film de John Woo, tel qu'on le connaît, avec le style qu'on lui connaît. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, ce qui m'avait surpris, et ce que tu as très très bien dit, c'est que le premier, pour moi, c'est plus une tragédie classique, c'est-à-dire concentrée justement sur ce duo de petites frappes et qui essaie de s'en sortir coûte que coûte, et matinée de scènes d'action en fait. C'est-à-dire, quand je dis matinée de scènes d'action, c'est-à-dire qu'il y a un crescendo dans ces derrière qui fonctionne de manière très classique en fait. C'est-à-dire c'est vraiment une progression narrative très classique, mais comme tu l'as très bien expliqué, très bien huilée. Et en revoyant le film pour cette émission, je me demande, sans faire de psychanalyse de bazar, mais si c'est pas lié à la reprise de confiance qu'a John Woo au fur et à mesure qu'il avance dans le récit. Bien que le film soit tourné dans le désordre, j'ai l'impression que c'est plus une affirmation progressive de son style qui va exploser dans le second opus. Et quelque part, c'est l'affirmation en fait, c'est comme si lui reprenait les mains sur un cinéma qui lui avait échappé, mais qu'il rêvait de faire, en fait. C'est ça que je trouve très touchant. Après, c'est vrai qu'effectivement... Après, par contre, ce que tu disais concernant le fait que c'est un récit tragique très classique en fait dans sa construction. Dans sa construction, voilà. Oui, et que les scènes d'action finalement ne sont pas le centre du récit. Si, elles sont le centre du récit. Enfin, oui, je me suis mal exprimé. Oui. Quand je dis matinée, c'est-à-dire qu'elles sont, en fait, elles sont construites par petites touches, avec un climax et tout. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le Syndicat du crime, comme beaucoup de classiques hongkongais des années 80, c'est un remake. Et là, il s'agit d'un remake d'un film des années 60, de 67, il me semble, qui s'appelle Story of Discharged Prisoner. Et ce film n'est pas du tout un film d'action, c'est un drame policier, mais qui a une approche finalement très intimiste. Et c'est vrai que cette dimension-là, on la retrouve dans le film de John Woo. Oui, en fait, en plus, ce qui moi m'avait beaucoup touché dans cette série-là, mais que tu vas retrouver après dans ses films ultérieurs, c'est quelque chose aussi que moi j'aime beaucoup par exemple chez un de ses maîtres, hein, il faut le dire, un maître à penser qui est Scorsese, c'est-à-dire qu'on est moins dans le fast que par exemple tu pouvais avoir chez Coppola dans Le Parrain. C'est que là, il y a vraiment cette idée de petite frappe, en fait. C'est-à-dire des petits gangsters qui s'imaginent être plus grands qu'ils ne le sont en réalité, mais où en même temps, tu as une humanité qui s'en dégage du fait de leurs conditions sociales, en fait. Parce que ça, c'est un truc qui sent le vécu. C'est-à-dire que c'est très difficile, en fait, quand tu t'intéresses vraiment à la vie de John Woo, parce qu'on sait qu'il a vécu justement, il a eu une enfance très difficile et tout, en fait, un peu comme Scorsese justement, un quartier difficile, etc.
Et c'est vrai que c'est très difficile de ne pas ressentir ça. C'est-à-dire le côté, ce qu'avait fait Scorsese pour Mean Street, tu l'as également dessus. C'est vrai que même la dynamique en fait, du trio, du duo principal qui est joué par Thi Leung et Chow Yun-fat, elle est un peu similaire à ce que tu avais dans Mean Street, mais avec un côté que je trouve moi que j'ai trouvé très très fort en le revoyant justement, c'est qu'il y a vraiment la dimension tragique que tu avais par exemple dans Le Parrain. J'explique à travers la destinée de Leslie Cheung en fait, donc de Kit, puisque Kit, il est comme Michael Corleone dans Le Parrain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les mêmes erreurs, il veut pas rejoindre l'illégalité dans laquelle sont le reste de sa famille. En l'occurrence, chez John Woo, c'est son frère, c'est Sung justement qui justement est dans l'illégalité. Lui, il veut éviter ça. Et en fait, tout le récit va l'amener à embrasser cette voie quelque part, malgré lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel il souhaite y échapper et auquel justement, malheureusement, il finira par sombrer. Et ça, j'avais trouvé ça très bien digéré en fait. En le revoyant, je me suis rendu compte que putain, ouais, effectivement, c'est le même schéma tragique que Michael Corleone, mais à la John Woo, c'est-à-dire que c'est vraiment, tu sens jamais le côté copier-coller en fait. Tu sens qu'il l'a intégré à travers un dilemme qui est plus lié à la morale, mais au sens archétypal. C'est-à-dire l'un c'est gangster, l'autre c'est le flic. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça, mais aussi ce que je trouve intéressant, et d'ailleurs j'aurais même tendance à penser que le parcours de Kit, c'est un des éléments de scénario intéressant du deuxième volet, c'est que le personnage de Kit, on a clairement l'impression que contrairement à O et à Mark, c'est pas un héros chevaleresque. C'est-à-dire que O et Mark sont clairement des personnages qui viennent qui semblent venir du cinéma de Shang-Chi, qui sont vraiment des archétypes de Xia, de chevaliers chinois, avec toutes les valeurs en fait qui accompagnent ce type de personnage. Et Kit est un peu en dehors de ça. C'est un personnage finalement qui paraît peut-être plus concret, plus entre guillemets réaliste. Et ce que je trouve intéressant, c'est que progressivement dans les films, tu le vois finalement au départ ne pas comprendre l'univers chevaleresque dans lequel baigne son frère, puisqu'il est persuadé que son frère est un mafieux qui continue donc ses activités illégales, alors que finalement son frère, quand il sort de prison, il n'est plus un gangster, mais il devient une sorte de figure de chevalier des temps modernes en fait, mais qui n'est ni flic ni gangster, qui se situe un peu ailleurs. Et Kit, on le voit progressivement en fait se rapprocher de ce type de figure-là, de plus en plus comprendre, surtout dans le 2, en fait, ce qui est son frère et ce qui était Mark, parce que Mark meurt à la fin du 1, donc dans le 2, c'est Ken. Et par contre, c'est au moment où il va décider de vraiment les rejoindre et de devenir, en fait, cette figure chevaleresque, qu'il va mourir, en fait. Comme si ce monde se refusait totalement à lui. Et je trouve que sa trajectoire tragique se lie aussi dans ce sens-là. En fait, ils le disent eux-mêmes, les personnages, dans les deux volets, parce que le 3, on en reparlera après, mais c'est vraiment un film à part. C'est vrai qu'effectivement, il y a cette idée qu'on va retrouver dans son paroxysme dans The Killer, qui est l'idée qu'ils sont issus d'un monde qui n'existe plus, en fait. Ça revient souvent, ça revient dans les dialogues, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, chez John Woo, tu as toujours cette idée de pied dans le passé, pied dans le présent, en fait. C'est vrai qu'effectivement, ce qui fonctionne dans un cadre hongkongais contemporain de l'époque, c'est-à-dire les années 80, c'est justement toute cette dimension tragique héritée justement du Wuxapian d'autrefois, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est surtout sur le 2 en fait que ça va exploser sur le plan visuel par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'effectivement le fameux carnage final qui a été repris aussi bien qui a été cité aussi bien par Sam Raimi dans l'intro de Darkman que par Tony Scott dans justement True Romance. Oui, voire même Tarantino dans Django Unchained. Enfin, voilà, tout plein, ouais. C'est donc qui est un héritage de Sam Peckinpah. C'est justement tu vas le voir plus exploser à partir du 2, où justement c'est les figures cette fois-ci visuelles, c'est-à-dire que dans le premier c'est plus vraiment des figures narratives, dramaturgiques, alors que dans le 2 ça se superpose à des figures qui sont explicitement archétypales, mais au sens visuel du terme, en fait.
Et c'est vrai que c'est très difficile de ne pas y penser, en fait, quand tu vois le film et tout. D'autant qu'en Mais plus... d'ailleurs, dans le 2, ça pousse le bouchon très loin, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que le côté chevaleresque des personnages, dans le 2, John Woo tire la corde sur ce côté chevaleresque jusqu'à évoquer explicitement le manual, le comic book, et transformer vraiment ces personnages en héros de bande dessinée via le vieil artiste, le personnage du vieux dessinateur, qui connaissait les deux frères jumeaux, donc Ken et Mark, et qui justement leur rend hommage et rend hommage finalement à tout le côté vraiment mythologique que ces personnages dégageaient via ces illustrations. Voilà, là ça part vraiment dans quelque chose de totalement assumé quant à la dimension d'abord mythologique et ensuite totalement pulp en fait du récit. D'ailleurs, il y a une très belle, je dirais pas c'est méta, mais c'est vrai que il y a un effet qui est très sympa dans le 2 par rapport à ces scènes de bande dessinée, c'est que lorsque tu as Ken qui arrive à Hong Kong, il y a justement Ho qui le voit et tout, et en fait en arrière-plan tu as le dessin de Mark qui représente Mark et tout, et il lui fait non moi je suis Ken, etc. Et du fait qu'il a l'impair et les lunettes et tout, ça crée une espèce de petite mise en abîme qui effectivement marche super bien en fait. Et pour rebondir sur ton aspect pulp et héritage du Wu Pen, c'est-à-dire qu'à la fin du fight, fin du climax, ils vont jusqu'à utiliser, alors pas des armes chinoises, mais ils vont carrément quand même utiliser des armes comme un katana ou comme une hache, etc. en fait. C'est-à-dire que ça joue vraiment sur cet aspect iconique, voire mythologique. Mais en fait, ce que je pense ce qui contribue à ça, c'est le look du film en fait. Notamment que ce soit au niveau des costumes, faut le dire, hein, la veste, la fameuse veste de Mark, de Chow Yun-fat, c'est un élément qui a été repris jusqu'à Matrix, avec les fameuses lunettes noires dans lesquelles justement les personnages cachent plus ou moins leur état d'âme. C'était l'art de John Woo de créer des figures qui étaient instantanément iconiques, mais au premier regard. Mais c'est vrai que sur ça aussi, il faudrait noter que c'est un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire que toujours en les revoyant, c'est que quand tu compares avec les autres films hongkongais que j'ai pu voir de la même époque, la photographie qui est signée Wong Wing-Hang, même dans les côtés naturalistes, elle est quand même un peu plus mieux travaillée, enfin elle est un peu plus léchée que même dans son aspect naturaliste, notamment dans les scènes de jour, je parle, que certains films de la même époque que tu pouvais voir en fait. Et c'est vrai que même la manière d'utiliser la fameuse lumière bleutée des années 80, il y a quand même beaucoup de nuances qui sont apportées, notamment je pense au climax dans le premier, notamment la scène où justement ils empruntent le petit bateau. En fait, t'aurais pu avoir un filtre bleu classique, mais en fait, le chef-op, il décide justement de rééclairer de manière à ce que justement tu aies différents contrastes de couleurs en fait. Un côté certes bleuté, mais au sein du même cas, tu as une lumière qui est beaucoup plus chaleureuse en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, John Woo, tu sentais qu'il était déjà dans une recherche formaliste en fait, notamment au niveau de la lumière, des ombres, etc. Et je pense que qu'il explosera avec Volte-Face, notamment avec toutes les scènes qui sont tournées dans des scènes plutôt dans le clair-obscur, qui en fait extrapolent on va dire les sentiments des personnages en fait, à travers le choix des lumières, etc. Et aussi, je pense que c'est aussi très important de rappeler, ça a été l'importance qu'a eu David Wu, qui est le monteur justement du Syndicat du Crime 1 et 2, qui est en fait est aussi important pour John Woo que pouvait l'être, encore une fois une analogie scorsésienne, mais je pense que c'est très bien approprié, que peut l'avoir Thelma Schoonmakers vis-à-vis de Scorsese. C'est-à-dire que c'est pas simplement un excellent monteur, c'est que c'est quelqu'un qui apporte vraiment un plus-value à la narration visuelle de ses films, notamment parce que John Woo avait l'habitude d'utiliser ce qu'on appelait le multicam en fait. Et David Wu, n'est pas que le monteur John Woo, parce que c'est un nom qui a été très associé au cinéma de Hong Kong en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un des fers de lance justement d'un énorme champ de classiques que justement auquel lui a contribué quoi. Oui, mais de toute façon, oui, le Syndicat du Crime, si le film a autant marqué,
c'est vraiment par son formalisme, par le fait que John Woo, il a clairement réussi à créer un style et des personnages immédiatement iconiques et qui ont eu un retentissement immédiat. Par exemple, tu parlais de Chow Yun-fat avec donc son long manteau, ses lunettes de soleil, son cure-dent. C'est assez connu comme anecdote, mais apparemment la jeunesse hongkongaise, suite à la sortie de ce film, énormément de jeunes, d'adolescents hongkongais en fait qui se déguisaient qui s'habillaient comme Chow Yun-fat dans le film. Et d'ailleurs, John Woo des fois il en rigole en disant que ça paraissait un peu ridicule à Hong Kong, étant donné que Hong Kong c'est quand même un climat assez chaud et humide, donc de voir ces jeunes saper comme ça et crever de chaud dans la rue, mais bon, fallait absolument qu'ils ressemblent à Chow Yun-fat dans le Syndicat du crime. Et pareil pour le style visuel, le style de montage, la représentation de l'action, ça a eu une influence énorme, mais dans le sens où là, c'est même pas seulement sur le cinéma hongkongais. Je pense qu'on peut affirmer qu'il y a eu deux réalisateurs dans les années 80 qui ont transformé à tout jamais la façon de mettre en scène, de découper l'action. C'est John Woo et John McTiernan. Après le Syndicat du crime et j'allais dire surtout The Killer parce qu'il a eu une plus grosse résonance à l'international. Après John Woo et Die Hard, tu ne pouvais pas voir de films d'action dans lesquels il n'y avait pas en fait d'éléments de mise en scène directement hérités de ces films-là. Et donc tu parlais, oui, par exemple, l'utilisation du ralenti et aussi donc du montage très fragmenté qu'on voyait certes chez Peckinpah, mais c'est vrai que chez Peckinpah il y avait un côté très chaotique et qui misait pas tant que ça sur la lisibilité de l'action. Chez Peckinpah, ça misait vraiment juste plus sur forme de stimuli, d'accumulation de violence en fait. Alors que chez John Woo, il y a vraiment l'aspect beaucoup plus chorégraphique, beaucoup plus fluide, qui est hérité justement de la comédie musicale, étant donné que John Woo est un grand amateur de comédie musicale et qui se réfère énormément à Jacques Demy parmi ses nombreuses influences. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la mise en scène de l'action de John Woo à partir du Syndicat du crime, c'est le fait qu'il travaillait ses chorégraphies de fusillade comme des chorégraphies martiales, en travaillant avec un chorégraphe qui, en l'occurrence, était Shin Soo-tung sur Syndicat du crime 2, ça je sais, sur The Killer aussi. Et donc on pourrait dire que comme ça, il a inventé ce qu'on appelle désormais le gun-fu. Inventé, je sais pas, puisque quand on fouille un peu le cinéma hongkongais des années et décennies précédentes, on trouve des films avec des fusillades chorégraphiées comme des scènes d'arts martiaux. Je pense par exemple à un film de la Shaw Brothers qui s'appelle The Fugitive, qui est réalisé par un certain Chang Tseng-chai, qui est réalisé en 1972. Qui est un film de gangster dans lequel il y a des gunfights qui s'apparentent clairement au gun-fu tel que le concevra John Woo dès 1986. Mais c'était des exceptions ces films. Et puis après, l'approche de mise en scène n'est pas la même que chez John Woo. Donc c'est vraiment le Syndicat du crime qui a posé cette mode. Ensuite, dès les semaines qui ont suivi la sortie du film, ça a été repris par des dizaines de cinéastes et chorégraphes, bien sûr. Comme souvent à Hong Kong, quand quelque chose marche, c'est ensuite exploité jusqu'à plus soif. On peut dire que c'est vraiment celui qui va définir le sous-genre du heroic bloodshed, ou est-ce qu'il y avait eu, comme tu l'as bien expliqué, ou est-ce que les autres tentatives de gun-fu s'inscrivaient déjà dans ce schéma-là? Alors en fait officiellement oui, c'est le premier heroic bloodshed, ça ne fait pas de doute. Après bien sûr il y a des figures de style de l'heroic bloodshed qui étaient présentes dans d'autres films du début des années 80 qui avaient été réalisés un peu avant le Syndicat du crime, mais c'est pas des films qu'on peut qualifier d'heroic bloodshed parce qu'il manque toujours des éléments en fait constitutifs du genre. Je pense par exemple, souvent on a tendance à dire que Long Arm of the Law est un ancêtre du Syndicat du crime,
puisque effectivement il y a une histoire, voilà, un groupe d'amis qui se déchirent, des Mexican standoff, tout ça, mais par contre je trouve qu'il n'y a pas le romantisme exacerbé qu'il peut y avoir dans le Hero Bloodshed à la John Woo. Tout comme le film se base sur un contexte sociopolitique que j'aurais tendance à trouver beaucoup trop finalement concret pour qu'on puisse le qualifier d'Heroic Bloodshed, parce que l'Heroic Bloodshed, c'est vrai que par exemple si on regarde le Syndicat du crime et The Killer, c'est quand même des films qui se déroulent dans un univers assez abstrait, quoi, pas du tout politisé, qui est vraiment qui serait vraiment une sorte d'équivalent contemporain en fait du Wulin, de l'univers des chevaliers tel qu'on le voyait dans les films de Shang-Chi. Par contre, ceci dit, il y a un film qui se rapprocherait un peu de l'Heroic Bloodshed de John Woo, qui a été réalisé en 1982, il me semble. C'est un film qui se nomme Coolie Killer de Terry Tong, qui est donc un polar d'action qui, dans mes souvenirs, se déroulait dans un univers relativement abstrait qui peut faire penser aux univers des films de John Woo ultérieurs. Mais c'est pas non plus un Heroic Bloodshed à proprement dire. Voilà. Je voulais rebondir en fait sur le cœur humain en fait des deux films. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est-à-dire que tu as l'impression, alors c'est peut-être moi qui suis interprète, mais que ce qui a fait, je pense qu'à mon avis, on s'attache aux personnages, quand bien même c'est des figures du crime, c'est qu'il y a toujours l'idée qu'en fait c'est effectivement des petites frappes qui sont, on va dire, humiliées, mais qui essaient malgré tout de retrouver leur dignité en fait. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me fait à chaque fois, en fait, quand je revois le film, ou même la suite, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que, de toute façon, il faut qu'on s'en sorte quelque part, en fait, si tu veux. Il y a toujours cette idée-là, en fait, dans les deux. Mais c'est ça, mais c'est des types qui ont évolué dans le milieu du crime, ça les a brisés, littéralement. Brisé par la vie, voilà, c'est le terme. Voilà, et ils savent très bien en fait qu'ils vont devoir faire table rase donc de ce passé de criminel, mais ça ne peut pas se dérouler sans douleur, quoi, clairement. Et c'est vrai que ce cheminement vers la rédemption à chaque fois est on ne peut plus tragique dans ces films. Puis en fait, je trouve qu'il y a une manière en fait de traduire ça par l'image, encore une fois, que ces effets, en fait, c'est tout simple, mais par exemple, ce que j'aime beaucoup dans le premier Syndicat du crime, c'est quand tu retrouves Marc, qui vit dans un garage, plus ou moins, tu sais, qui vit dans un parking, en fait. Et avec les autres, en fait, il te fait un super effet, d'ailleurs, pour te traduire ça, c'est que tu vois celui qui a trahi, qui justement avance entouré des gangs, et ils sont montrés vraiment en contre-plongée, de manière très victorieuse, et en même temps, tu comprends que c'est eux, désormais, les chefs des triades, alors que lui, il est vraiment plus bactère en fait. Dans le 2, mais littéralement, puisqu'il y a même cette scène où donc le boss, celui qui devient le boss mafieux pendant que O est en prison, donc qui est interprété par Wesley, qui est Wesley, c'est le top du méchant chez John Woo, puisqu'il joue le méchant du Syndicat du crime, et il joue aussi le rôle de Paul, celui qui pète un câble et qui devient une grosse ordure là dans une balle dans la tête. Et c'est vrai qu'il y a cette scène, t'as le personnage donc joué par Wesley qui balance nonchalamment une liasse de billets au sol au personnage de Marc de Chow Yun-fat, qui lui est vraiment habillé comme un clochard, qui est boiteux et voilà, et qui se baisse pour ramasser cette liasse de billets. Et à ce moment-là, vraiment la mise en scène de John Woo traduit parfaitement le rapport de force entre ces personnages. En fait, c'est ça qui est assez marrant. C'est que souvent, en fait, on retient John Woo pour les scènes d'action, mais moi, je l'ai toujours trouvé. C'est-à-dire, ce serait très spectaculaire s'il y avait eu que ça. Mais je pense que ça n'aurait pas tenu aussi longtemps dans le temps s'il n'y avait pas eu tout ce cœur humain, ces petites subtilités justement de traitement pour traduire justement l'évolution de ces personnages par l'image, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui a permis en fait à ces films-là de résonner au-delà de ce à quoi ils étaient destinés à la base, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, ce que je trouve génial chez John Woo, c'est-à-dire que tu as déjà dans le premier Syndicat du crime et que tu vas retrouver après dans les autres, c'est vraiment cette idée de tout traduire par des petits détails, en fait. Comme tu l'as dit, à travers le montage fragmenté, mais à des aspects un peu plus, pas forcément que pour les scènes d'action, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment pour des
des petits échanges de regards qui traduisent justement le changement de position par rapport au protagoniste dans l'histoire, etc. Tu as souvent des choses comme ça, en fait, que je trouve fonctionnent super bien, en fait. De toute façon, je trouve qu'il est, il est très fort pour ça. Et puis, quand on parle de la virtuosité de John Woo, c'est sûr qu'on pense, on pense aux séquences d'action. Mais si on regarde la mise en scène des passages où ça se flingue pas, c'est tout aussi impressionnant parce que justement, il arrive toujours à capter le geste, le regard qui fait sens et qui a un véritable impact dramatique. Moi, sur ça, il me fait un peu penser à Peter Jackson sur certains J'allais films. venir, j'y pensais en même temps. J'y pensais en même temps que tu y pensais. Ouais, mais je pense par exemple, bon ça c'est pas dans le Syndicat du crime, c'est dans un autre film, il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué, c'est justement dans Red Cliff, dans la deuxième partie, où à un moment tu as une séquence de bataille navale, où tu as des dizaines de navires qui prennent feu, et à ce moment-là, tu as comme si le temps se suspend, et la mise en scène se focalise sur le regard de l'épouse du personnage joué par Tony Leung qui assiste en fait à ce massacre. Et ça, c'est le genre de truc qui me fait penser à Peter Jackson où par moment il va se permettre vraiment des parenthèses dans l'action pour nous faire partager l'émotion via le regard d'un personnage en fait qui assiste à cette séquence. Et je trouve que John Woo est très fort pour ça. De toute façon, en fait, c'est un truc dont on a souvent parlé hors antenne, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un héritage au-delà des scènes d'action, et c'est vrai que c'est que c'était effectivement dans ce côté très lyrique, voire mélodramatique. En fait, tu peux retrouver une influence. Je pense que c'est des cinéastes, comme tu l'as très bien dit. On a parlé des Wachowski, on en met aussi chez Jackson, justement. C'est vrai qu'il y a effectivement c'est vrai que tu te dis, attends, Seigneur des Anneaux, The Killer, alors, quel est le rapport? Mais en fait, c'est vraiment dans le rapport, le traitement de l'émotion, comme des suspensions dans le temps, à travers justement la mise en scène, en fait, notamment le ralenti, etc., en fait, ou même cette espèce de ralenti un peu HK, que c'est vrai qu'effectivement, qui a été pas mal critiqué, en fait, chez Jackson, mais qui était déjà le cas, en fait, pas mal chez John Woo, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu as des petites suspensions. C'est vrai qu'il fonctionne beaucoup sur les petites suspensions, en fait. Ah oui, mais de toute façon, c'est même la base de ton cinéma, en fait, de distordre, de distordre le temps à sa convenance pour pouvoir créer diverses sensations, émotions chez le spectateur. Mais quand je parlais de la virtuosité de John Woo en dehors des scènes d'action, je pense par exemple dans le premier Syndicat du crime, je trouve que les 5 premières minutes du film sont assez incroyables dans le sens où on te présente donc les personnages de Ho et de Mark à travers une petite scène où ils se baladent dans les locaux en fait de leur organisation de leur organisation mafieuse. Et c'est vraiment juste par des petits gestes, des petites attitudes qui sont très bien vues, qui en quelques secondes en fait te font comprendre l'amitié très forte, même la fraternité qu'il y a entre ces deux personnages. Et en plus le tout filmé comme s'il s'agissait presque d'un numéro de comédie musicale, alors que c'est pas du tout une séquence d'action, mais malgré tout c'est vraiment une narration visuelle énormément basée sur le mouvement qui va parvenir à caractériser parfaitement ces personnages avec, je trouve, une efficacité et une économie de moyens assez dingue. Parce que, comme je disais, le Syndicat du crime, c'est vraiment un film qui raconte beaucoup de choses en 1h30, et justement avec cette forme d'intelligence narrative qui passe principalement par de la narration visuelle et qui raconte énormément par le mouvement. Oui. Sinon, je pense qu'il serait intéressant d'évoquer, c'est les différences de traitement avec le 2. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le 2, il a une histoire un peu compliquée, en fait, déjà, enfin une genèse un peu compliquée déjà de base, qui a beaucoup influé sur le résultat final, c'est-à-dire tu me dis si je me trompe, mais il y a eu beaucoup de mésententes avec Choi Ark à ce propos. Ah oui, mais justement, le Syndicat du crime 2, il y en a même qui disent que le film serait en partie réalisé par Choi Ark. Là, pour le coup, je vais pas le poser comme une vérité, parce que j'en sais rien.
Enfin, j'étais pas là, je veux dire, mais, mais c'est ce qui est dit. Genre, par exemple, apparemment, Tsuyark aurait énormément insisté pour qu'un de ses amis, qui était un ponte de la Cinema City, qui se nomme Dinchek. Donc c'est celui qui joue. Ouais, c'est celui qui mange des oranges, là. Ouais, Lengxi, ouais. Qui nous a quitté récemment, en plus. Qui nous a quitté récemment, paix à son âme. Et Tsuyark, donc, aurait vraiment insisté pour que Dinchek ait un rôle important, c'est-à-dire aussi important, en fait, que Leslie Cheung, Chow Yun-fat et Ti-lung. Et il paraîtrait même que Tsuyark aurait réalisé de nombreuses séquences avec Dinchek. J'aurais tendance à penser que ces scènes, la plupart, déjà, sont un peu insérées bizarrement dans le scénario. Et aussi que tu as des séquences avec Dinchek qui ressemblent un peu à une caricature grossière du style mélodramatique de John Woo. Comme si, alors s'il s'avère que Tsuyark a vraiment réalisé ces séquences, on a un peu l'impression en fait que le mec il a essayé de faire du John Woo, mais c'est pas John Woo. Enfin, je veux dire, c'est un cinéaste tout aussi virtuose, mais on sent qu'il est pas fait pour faire ce type de séquence là, et c'est même assez embarrassant. Après, il y a même d'autres personnes qui disent que Tsuyark, jaloux du succès du premier Syndicat du crime, qui a été finalement le plus gros succès de la Film Workshop, puisque c'était le plus gros carton HK de l'époque, que Tsuyark était jaloux du succès de ce film et aurait un peu volontairement saccagé le deuxième volet. Mais bon, là aussi, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Mais c'est vrai que quand on voit ces séquences-là... moi, je vais te dire, la seule qui fonctionne vraiment, c'est la scène de fusillade, en fait, dans l'hôtel, en fait. C'est la seule sur laquelle tu as un appui émotionnel qui fonctionne un peu, c'est-à-dire qui est lié, en fait, à ce que j'expliquais, c'est-à-dire l'idée d'essayer de retrouver quelque part sa dignité, mais à travers un chemin tragique, en l'occurrence dans la scène d'action. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est le point... Enfin, Dinchek, c'est un peu le point noir, en fait, de cette suite. Mais d'autant plus... D'autant plus que, bon... c'est vrai qu'effectivement, à part cette scène que je trouve fonctionne super bien, parce que c'est la seule où effectivement tu as une jonction entre le côté mélo et l'action, en fait, c'est-à-dire que ça duplique l'effet. C'est vrai qu'effectivement la scène, moi, à chaque fois, mais c'est vrai que le reste, effectivement, t'es à la fois dans une caricature de mélo de John Woo, mais aussi une caricature, de mélo tout court, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, tu te poses des questions parce que c'est vrai qu'effectivement, ça détonne avec le premier même. Tu vois ce que je veux dire? Et ça détonne même quand tu vois les scènes des autres films. Genre aussi, le truc, c'est que Dinchek, les films ultérieurs. Et aussi Dinchek, c'était une personnalité très importante du cinéma hongkongais. Mais on va pas se mentir, ça a jamais été un très bon acteur. Et c'est un type qui était surtout connu en fait pour des rôles très clownesques dans les kung-fu comédies. Par exemple, pas mal de films avec Jackie Chan comme Eagle Shadow ou La Hyène Intrépide. Et j'ai tendance à penser qu'il joue un peu les gangsters tragiques de la même façon qu'il jouait les clowns dans les kung-fu comédies. Ça matche pas, quoi. Ça matche pas du tout. Et du coup, ça rend le truc grotesque dans le mauvais sens du terme. Mais après, je trouve que les passages avec Dinchek qui souffrent aussi de l'écriture, où on sent que le film il a sans cesse été rebidouillé, réécrit. Et genre par exemple le moment où il se retrouve à l'hôpital psychiatrique et que là il y a un Chow Yun-fat magique qui apparaît comme ça alors qu'ils se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam les personnages, et que le Chow Yun-fat magique sort Dinchek de l'hôpital psychiatrique comme ça en un claquement de doigts, tu sais pas trop comment. À ce moment-là, je me dis mais c'est écrit comme un épisode de Pas de Patrouille, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Mais bon, après, on va arrêter d'être méchant parce que je trouve que moi j'adore le Syndicat du crime. C'est un excellent film. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai qu'effectivement, tu prends la mise en image de la scène en psychiatrie en question, tu te croirais dans un Frankenheimer, en fait. Tu te croirais alors, tu l'as pas vu, mais tu te croirais presque dans Second de l'opération diabolique ou des trucs comme ça, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, tu as eu l'idée de faire revenir. Alors bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand tu vois les personnages qui meurent et qui reviennent, en fait, c'est vrai qu'effectivement, tu vois le Syndicat du crime 2, tu penses à tu fais bon, ok, bon, au moins ils n'ont pas
ressusciter les morts ou quoi que ce soit. Ils ont essayé de trouver un truc. Parce que bon, Chow Yun-fat, c'était la star. Bon, faut quand même le ramener, hein, parce que c'est quand même la star, alors que c'était pas censé être la star du premier film, mais ça est tellement devenu populaire et tout. Ok, il faut le ramener, donc tu m'inventes un frère jumeau. Ouais, alors, en plus, alors, la scène, encore une fois, est très belle avec la narration, encore une fois, sous forme de bande dessinée. Je trouve que c'est parmi les plus belles scènes du film. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, tu sens qu'il rame, hein, tu sens qu'il rame un peu. Mais après, c'est vrai qu'effectivement. Même si après, je dois avouer que j'aime beaucoup la scène qui introduit le personnage de Chow Yun-fat, qui est, moi aussi. je trouve qu'il y a un moment de comédie vraiment, vraiment savoureux. La scène où il est dans son restaurant et qu'il s'oppose là à des mafieux occidentaux avec le Apologize to the Rice, no! Cette scène est géniale. Enfin, là, t'as l'impression, en fait, t'as Chow Yun-fat qui s'éclate un peu en mode De Niro. C'est très très drôle comme moment. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc le Sinking 2, il est intéressant parce qu'en fait, tu vas avoir le concept, comme tu dis, de dilatation du temps par rapport aux scènes d'action, même ce qui va être poussé à son paroxysme dans The Killer et Hard Boiled. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est là où tu sens vraiment, tu reconnais vraiment le style tel que nous on l'a connu par la suite de John Woo. C'est vraiment là où il pose vraiment, on va dire, le style opératique, etc. C'est là où c'est vraiment posé en fait, plus que dans. Ouais, dès la scène d'intro du film, que le film commence par une scène de concours de danse. Oui. Monter sur le Danube bleu, et je trouve que les séquences de danse sont magnifiquement découpées dans ce film. Il y a une vraie grâce en fait qui se dégage de la mise en scène de ces moments-là, qui me font dire que j'aimerais quand même voir un jour une comédie musicale réalisée par John Woo. Tu sais que c'était un de ses rêves. Tu sais que c'était un de ses rêves. Il a failli en faire une au début des années 2000 à Hollywood. Alors je sais pas de quoi ça parlait et tout, mais il avait un projet de comédie musicale lorsqu'il était à Hollywood. Mais c'est vrai que petite parenthèse, c'est vrai que c'est un grand fantasme qu'on a chez beaucoup de cinéastes qu'on apprécie. Tu les regardes bien, ils ont tous eu. Alors il y en a un qui l'a réalisé récemment, c'est Spielberg avec son remake de West Side Story. Mais c'est vrai qu'il y a chez beaucoup de cinéastes qu'on apprécie, que ce soit Scorsese, Jackie Chan et tout, même des plus jeunes, genre Edgar Wright ou Jackson, il y a ce fantasme de la comédie musicale. D'ailleurs, dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a toujours ce fantasme de la comédie musicale. C'est un peu vraiment un point commun que tu retrouves chez tous ces cinéastes-là, en fait. Je trouve, enfin. Bah oui, mais en même temps, c'est vrai que ce sont tous des cinéastes du découpage. Et c'est vrai que le découpage est une forme de musique, donc finalement ça va de soi que l'essence même en fait de leur art réside dans la comédie musicale. Mais c'est vrai que oui, effectivement, pour avoir quand j'ai revu la scène d'intro, c'est vrai qu'elle est magnifiquement découpée. Hein. Je veux dire, tu comprends quelle est la fonction de Lung-Si, tu comprends qui est la fille, tu la comprends tout de suite qui elle est par rapport à lui, etc. L'arrivée de Leslie Chung. Et tu comprends tout, quoi. Tu mets vraiment, enfin. C'est ça, mais ça paraît très bête dit comme ça, mais c'est la fonction de base de ce genre de scène, c'est très dur à faire, en fait. C'est que tu comprends tous les rapports des personnages à travers juste en quelques plans, en fait. Là où je trouve le travail de John Woo vraiment impressionnant et admirable, c'est-à-dire que il y a bien sûr cette clarté narrative où tout paraît limpide, mais il y a aussi cette grâce poétique dans un raccord, certains mouvements d'appareil, où en plus de raconter le mieux possible par l'image, il arrive vraiment à créer des émotions fortes qui tiennent vraiment qui tiennent de la musicalité en fait de ses choix de mise en scène et de découpage. Mais ça en fait c'est tout l'art de John Woo en fait. J'aurais tendance à dire quoi, ce mélange entre vraiment une expression visuelle à la fois très poétique mais toujours pensée pour que ce soit comme je me répète, hein, mais le plus clair possible. Oui. Il y avait aussi un truc qui, moi, m'avait beaucoup marqué, c'est alors, je spoil, donc moi, je pense que quand même ceux qui écoutent ce podcast ont vu les films, mais bon, je préviens, donc spoil. Mais moi, une scène qui m'a le plus marqué, c'est la mort de Leslie Chung, en fait. C'est-à-dire parce que sur le papier, elle est ultra casse-gueule. Ah oui, mais il y a une idée magnifique avec l'étoile filante là. C'est ça. Oui, et que j'allais venir. Et qu'en plus, elle est casse-gueule parce que sur le papier, elle est montée en parallèle avec la naissance de sa fille.
et tandis que sa femme accouche. Et sur le papier, ça pourrait être un truc, mais ultra didactique et lourdingue, c'est dans le parallèle, la mort, la vie, etc. Et en fait, mais qui est magnifiquement exécuté encore une fois, parce que justement, le John Woo, il dilate le temps, et en même temps, il s'arrête au bon moment, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est calculé au pile poil pour justement que l'effet recherché entre lui, sa mort, et la naissance de sa fille soit calculé de manière à ce que justement ce soit le plus viscéral possible et le moins didactique, le plus organique, avec justement cette idée géniale de l'insert et tout, de l'étoile filante que tu as très bien dit, et où en même temps, en plus, ce qui est tellement génial, c'est que tu oublies que la musique, c'est celle de Starman, de John Carpenter, composée par Jack Nicks, et ça fonctionne aussi, tu vois, la même utilisation de la musique fonctionne. Alors pourtant, c'est le truc sur lequel beaucoup de cinéphiles s'accordent, c'est que c'est très compliqué, on va dire, pour faire simple, la zik dans le cinéma hongkongais de l'époque, mais des fois elle était bien utilisée, et c'est vrai que la musique de Starman à ce moment-là est très bien utilisée en fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette scène, c'est vraiment un instant de grâce cette scène, parce qu'elle a tout pour être lourdingue, voire ridicule, mais elle fonctionne magnifiquement bien en fait. Justement parce qu'il sait cadrer au bon moment, il sait justement s'arrêter au bon moment et tout. Enfin, c'est vraiment un sacré moment, moi, je trouve, de cinéma pur en fait. Non, mais c'est clair, c'est vrai que dans cette scène, il y a des trucs comme par exemple là, le freeze frame lorsque le gangster tire sur Leslie Cheung, ou même quand il apparaît derrière lui dans un nuage de fumée avec ce report de mise au point, ça, enfin, ouais, la scène est excessivement bien mise en scène, hein, c'est clair. Mais après, ouais, ce que tu disais sur la musique, c'est vrai que de toute façon des emprunts, des bandes originales occidentales. Il y en a beaucoup, hein, dans les Better Tomorrow, voire même dans The Killer. Mais ceci dit, on pourrait aussi mentionner la bande originale, en tout cas sur les deux premiers composés par Joseph Koo, à ne pas confondre avec Joseph Kuo, qui était un réalisateur de films d'arts martiaux, et qui sont certes du bon tant pis HK par moments un peu cheap, mais malgré tout, je trouve qu'il y a des thèmes, des mélodies qui sont assez inoubliables. Oui, Dans les Better Tomorrow, et c'est super efficace en fait. Ça doit être les rares vraiment BO de OHK qu'on connaît, tu vois ce que je veux dire, qu'on retient, avec peut-être celle des Jackie Chan, mais parce que c'est lui qui pousse la chansonnette en général. Et d'ailleurs, le film, le je sais pas, j'aurais tendance à dire que dans les BOHK, j'aurais tendance à penser que dans les BOHK, quand même, le haut du panier, et ce qu'on retient le plus, c'est surtout les travaux, par exemple, de James Wong, Fort Sawyer, dans des films comme Green Snake, par exemple. Ouais. Était une fois en Chine. Aussi. Oui, une fois en Chine, oui, Green Snake, une fois en Chine. Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, j'arrive pas à dire autre chose que c'est des réussites quasi miraculeuses, c'est-à-dire que malgré les défauts narratifs qu'on a cités sur Sanka Grimm 2, tu te dis, il arrive quand même à tenir la route, quoi, jusqu'au bout, quoi, et à faire un opus plus, comme on dit, et qui en fait était charnière, en fait, pour le film suivant qui sera The Killer. Moi, j'aimerais beaucoup. Oui, c'est ça, mais c'est surtout que, en plus, le Syndicat du Crime 2, c'est un film qui a beaucoup marqué à l'époque, parce que, justement, j'allais dire tout le dernier acte du film, grosso modo les 30-40 dernières minutes, donc avec bien sûr la scène de la mort de Kit, et ensuite la vendetta donc du groupe de héros. C'est une petite demi-heure en fait d'anthologie. Et je sais que par exemple, j'avais lu des articles qui disaient que Tarantino et Rodriguez, à l'époque, des fois se faisaient des nuits où ils mataient en laserdisc cette séquence en boucle. Parce qu'ils en revenaient pas, ils voulaient analyser ça, et c'est vrai que le gunfight final du Syndicat du Crime 2, ça reste un des plus impressionnants, un des plus fous j'ai jamais tourné. C'est une scène d'action qui est absolument incroyable, et qui en plus parvient parfaitement à retranscrire l'état d'esprit néo-siapian, héroïque, mythologique en fait du travail de John Woo. Je pense par exemple à la conclusion de cette séquence de gunfight,
avec ce plan magnifique où t'as les héros qui sont assis donc sur des fauteuils devant ce monticule en fait de sbires qu'ils ont abattu. On n'arrive pas trop à savoir en fait s'ils sont encore morts ou vivants, mais ils sont assis voilà, dans des espèces de postures mythologiques en fait de dieux de la guerre un peu. Et moi je sais que par exemple quand j'avais vu, je pense c'est un film qui n'a rien à voir avec le Syndicat du crime, mais quand j'avais vu le 13e guerrier avec la mort de Bullwife à la fin, ben j'ai pensé au Syndicat du crime 2. Je trouve que c'est un peu le même genre voilà, d'images mythologiques profondément impactantes. Quoi. Et ce que je voulais revenir, c'était sur le fameux 3e opus, qui est signé Tuard, qui est un peu un cas à part en fait. Déjà parce que, tu me dis si je me trompe, mais en fait c'est Tuard qui a plus ou moins récupéré le concept que John Woo avait d'une balle dans la tête, si j'ai bien compris, d'origine. Oui, c'est ça. Si je me trompe pas, ben c'est John Woo qui voulait justement faire du Syndicat du crime 3 une préquelle. Donc voilà, se déroulant au Vietnam dans les années 70, durant la guerre du Vietnam. Et Tsui-hark, quand il a appris ça, ben en fait, il a dépossédé John Woo de son projet et il a lui-même écrit sa propre version du Syndicat du crime parce que il faut savoir que Tsui-hark est un Chinois du Vietnam qui est né au Vietnam et qui a vécu jusqu'à la fin des années 60, si je ne me trompe pas. Et Tsui-hark s'est dit que ce projet lui permettrait en fait de raconter quelque chose de très personnel, et son but c'était de confronter en fait voilà des personnages et un univers très connoté film de genre, donc voilà, des personnages et un univers quasi mythologique à une réalité que lui-même a vécue, ou en tout cas au souvenir de cette réalité. Et c'est comme ça en fait qu'il a conçu le Syndicat du crime 3. Et du coup, par contre, John Woo a gardé ses idées pour lui, de son côté, développer une balle dans la tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que les films, même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, parce qu'il y en a un qui est vraiment un pur film de Tsui-hark et l'autre un pur film de John Woo, il y a quand même des points communs dans ces deux films-là, parce qu'à l'origine, c'était le même projet. Et alors, le Syndicat du crime 3, pendant longtemps, il a été considéré un peu, enfin moi dans l'image que moi on me disait, c'était un peu l'épisode qui, pas le vilain petit canard, mais à peu près, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, il a été réhabilité en fait. Enfin, il commence à être un peu réhabilité à sa juste mesure en fait. Disons que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, et je suis assez d'accord avec ça, disent que le film est tout à fait estimable, voire même très très intéressant, si on évite de le considérer comme un syndicat du crime. Ouais, pareil. Parce que effectivement, on n'y retrouve pas les ingrédients des deux premiers. Et même si on s'intéresse au personnage de Marc, le développement du personnage dans le Syndicat du crime 3 est assez incohérent par rapport à ce qui est raconté dans le premier. Par exemple, dans le premier, il y a une séquence où Marc raconte une anecdote de son passé, où il dit oui, c'est la première fois qu'on a braqué un flingue sur moi, et visiblement le Syndicat du crime 3 se déroule avant cette anecdote. Et pourtant, dans le film, il se fait braquer, je sais pas, au moins 10 fois, tu vois. Et t'as plein de trucs comme ça qui font que c'est pas cohérent, en fait. Mais après, si on le considère vraiment comme un film nommé Love in Death in Saigon ou Le Chant du crépuscule, et qu'on fait abstraction du Syndicat du crime, là, je trouve qu'il raconte des choses intéressantes sur ce personnage de Marc. Faut juste éviter voilà, de le considérer comme étant exactement le même personnage que dans le premier Better Tomorrow. Mais malgré tout, ça crée quand même des contradictions, des dissonances, dans le sens où dans le Syndicat du crime 3, on te montre comment ce personnage en fait de Marc a été on peut dire littéralement construit par un personnage féminin, qui est celui de Kit, qui s'appelle aussi, enfin de Choi, qui s'appelle Kit, qui est joué par Anita Mui, ouais. Oui, qui est joué par Anita Mui, puisque dans le film, elle fait vraiment office à la fois d'amante et on peut dire de mentor de Marc, puisque c'est elle en fait qui lui donnera ses lunettes,
son long manteau, son impère, c'est elle qui va aussi lui apprendre le maniement des armes à feu. En fait, c'est vraiment elle qui va construire toutes les marques de fabrique en fait du héros à la John Woo. Et d'ailleurs, et c'est là qu'on voit qu'il s'agit vraiment d'un film de Tsuyark, puisque l'univers excessivement viril, masculin de John Woo est totalement retourné dans le film de Tsuyark, puisqu'on voit qu'en fait, à l'origine de tout, il y a ce personnage féminin qui est le cœur du récit. Et ça, c'est une des marques de fabrique de Tsuyark, en fait, de mettre en avant le personnage féminin. Je pense par exemple à ce qu'il avait fait sur l'Auberge du Dragon, où par exemple oui, le personnage de Brigitte Lee, ou même le tenancier de l'auberge dans le film de Kim Koo. C'est un homme, et là, Tsuyark, il en fait aussi un personnage féminin, mais en plus autour duquel convergent énormément d'éléments du récit. Après, sur Syndicat du Crime 3, ça va être dur de rebondir sur ce que tu as dit, parce que je pense que tu as très bien déchiffré, mais je trouve que c'est peut-être tu fais abstraction des scènes d'action aussi, où Tsuyark, comme tu l'as dit, essaie de faire du John Woo, et il le fait... Alors là, je suis pas forcément d'accord, mais bon, vas-y. Oui. Mais on viendra dessus après, parce que moi, c'était plus pour parler des qualités vraiment que j'aime dans celui-là. Et comme tu l'as très bien dit, il faut faire abstraction de celui-là. En fait, c'est marrant parce que ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à... ça va te faire rire, hein, le parallèle, mais entre les films X-Men et Logan. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu prends en compte la continuité, tu te fais, même par rapport à la construction du personnage, tu fais bon, ok, mais tout ce que propose le film, moi je trouve le film extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y avait je trouvais qu'il y a un côté un peu comme ça dans niveau séparation par rapport aux autres opus. Après, ce que j'aimais, je trouve que c'est un des films de Tsuyark quelque part le plus, comme tu l'as dit, plus personnel, et ça se sent, encore une fois. C'est vrai que c'est assez marrant parce que autant le Syndicat du Crime 1 et 2, je les trouve très personnels vis-à-vis du passif de John Woo, mais je pense que son film le plus personnel, ça restera une balle dans la tête. Mais c'est vrai que celui-là, sur le Syndicat du Crime 3, je trouve que c'est peut-être même l'un des films peut-être le plus personnel, de tous ceux que j'ai vus de ce soir, c'est peut-être un de ceux qui me paraît le plus personnel. Et c'est aussi peut-être le plus sobre, en fait. En termes de réalisation, en termes de drame et tout. Et je trouve que c'est un film, moi, que je trouve très touchant, en fait, très mélancolique par rapport justement à lui, par rapport à la situation qu'il avait du Vietnam, etc. Moi, je trouve que le trio Chow Yun-fat, Tony Leung, Kai Fai, parce qu'il ne faut pas comprendre que Chu Wai, et Anita Mui, je les trouve vraiment géniales. Alors après, c'est une histoire d'amour qui fonctionne beaucoup sur le registre un peu à la François Truffaut, de Jules et Jim et tout, mais avec le contexte de la guerre du Vietnam qui vient apporter un poids dramatique. Et je trouve qu'en fait, moi, ce que je trouve touchant, c'est aussi une relation avec le père de Moon, qui est joué par Kien Chi. Alors, moi, c'est un acteur parce que m'avait beaucoup marqué, parce que quand j'étais petit, parce que pour faire simple, c'est celui qui jouait le bad guy Han dans Opération Dragon. Opération Dragon avec Bruce Lee, et le voir en fait dans un registre beaucoup plus humain et dramatique. Donc là, je trouve vraiment très bien, très sobre, encore une fois. Je trouve que c'est vraiment moi je trouve le film très poignant, et je trouve poignant en fait dans son histoire d'amour, en fait, parce qu'il y a vraiment cette idée d'égal à égal et tout, de roman sur fond de guerre, qui rappelle un peu ce qu'on avait beaucoup dans le cinéma hollywoodien de l'âge d'or, en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un carrefour d'influence de Tsuyark, qui avait déjà notamment dans Peking Opera Blues notamment, ou dans Shanghai Blues. Je pense que c'est vraiment il s'inscrit vraiment dans cette démarche-là, mais appliquée dans un contexte de guerre du Vietnam, en fait. Et je trouve que des trois, je trouve que c'est celui qui est quelque part peut-être le plus introspectif, en fait. Je sais pas comment je peux l'expliquer, je sais pas si c'est dû encore une fois aux petites scénettes, en fait, notamment oui, mais en plus, à la avec le film, Vas-y, je te laisse reprendre. Il y a beau avoir des séquences d'action, mais du coup, contrairement au Syndicat du Crime 2, qui est quand même un gros film de bourrin que j'adore, là, celui-ci part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intimiste, avec un rythme assez particulier, où il y a vraiment de longues pauses, en fait, qui sont vraiment
pur développement de personnages, c'est-à-dire vraiment des séquences où on assiste un peu à leur quotidien pour apprendre à mieux les connaître. Et c'est souvent ces passages basés sur la romance, ça qui vont être le plus marquant dans le film, bien plus que les séquences d'action, qui fait que je peux comprendre que le film ait pu être reçu assez froidement comparé aux deux premiers, parce que c'est plus du tout le même genre de cinéma. Pareil, les deux premiers Syndicats du crime, c'était, comme je disais tout à l'heure, des films qui se déroulent dans un univers hyper codé, assez abstrait en fait, qui se rapproche de l'univers du cinéma de chevalerie, alors que le Syndicat du crime 3, du coup, c'est un film qui se déroule dans un univers on ne peut plus concret, avec une approche pour le coup très politisée, qui prend, comme on l'a dit, pour contexte, la chute de Saigon, la fin de la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, Tsoyark, il en profite pour développer des thèmes qui lui sont chers et qu'on retrouve dans énormément de ses films. Je pense par exemple à tout cet aspect sur la jeunesse, en fait, qui se questionne sur sa place et sur son avenir incertain dans un monde qui est livré au chaos. Le film tourne beaucoup autour de ça. Et c'est des thèmes qu'on a dans, entre autres, The Blade, Time and Tide, ça, qui sont vraiment des thématiques on ne peut plus, entre guillemets, archiennes. Et ce côté très personnel, comme tu le disais très bien aussi, c'est que Tsoyark, le film n'est pas une autobiographie, mais il y glisse visiblement de nombreux éléments autobiographiques, dont liés à sa jeunesse au Vietnam. Et d'ailleurs, ce qui rend à mes yeux la fin très touchante, c'est-à-dire la fin du film, bon, déjà de par sa dimension tragique, et en plus la magnifique chanson d'Anita Mui qui accompagne ces séquences, déjà la fin en elle-même est très touchante. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté du personnage de Chow Yun-fat qui, d'une certaine façon, fait ses adieux, en fait, de ces personnages qui font leurs adieux au Vietnam pour finalement ensuite rester à Hong Kong. On est obligé finalement de faire le parallèle avec Tsoyark. Et d'ailleurs, c'est marrant de parler de films jumeaux avec Une balle dans la tête, parce que Une balle dans la tête, c'est aussi un film dans lequel John Woo a mis énormément de choses personnelles et d'anecdotes personnelles dedans. Donc je voulais juste dire, c'est amusant de constater qu'à partir d'un seul et même projet, à la base, donc ce Syndicat du crime 3 basé au Vietnam, deux cinéastes ont chacun développé une de leurs œuvres les plus personnelles et dans lesquelles ils ont le plus dit de choses sur leur jeunesse, en fait. Ça va être difficile parce que tu as dit tout ce que je voulais dire, en fait, et tu l'as très bien dit. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un film qui... J'essaie de te faire rire, mais moi je trouve que c'est un des plus touchants qu'a fait Choyark. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur film qu'il a fait, hein, mais je trouve... Non, c'est clair que... Oui. Mais je le trouve très poignant, en fait. C'est-à-dire que je trouve que moi, par exemple, toutes les scènes qui sont liées, comme tu l'as très bien dit, à la fin, au départ, mais aussi le fait qu'ils doivent quitter leur entreprise familiale pour aller à Hong Kong et tout, en laissant ce gamin qui, justement, après, va devenir un militaire, etc., puis qui, à la fin, décidera finalement de rester du côté du Vietnam et tout, alors qu'eux prennent la fuite, etc., leurs adieux, etc. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de scènes poignantes, même toutes les scènes avec Anita Mui et Chow Yun-fat, la manière dont l'histoire d'amour est amenée au tout début à travers un fusil de Tchekhov, hein, le rouge à lèvres, puis qu'après ça va construire au fur et à mesure leur histoire d'amour. Je trouve que c'est un film, moi, qui me touche beaucoup, en fait. Je trouve que même le fait d'avoir placé une histoire d'amour comme ça dans un contexte de guerre, ce qu'il avait encore une fois déjà fait sur Peking Opera Blues, je trouve que ça rend le truc encore plus fou, quoi. Et pour en venir avec les parallèles, plus fou, encore plus évocateur, quoi. Je trouve que la force du film, elle se situe là. Alors que c'est paradoxalement un film, de tous les films de Schwartz que j'ai vus, c'est peut-être un de ceux qui est réalisé le plus sobrement, en fait. Comme s'il voulait vraiment, pas dans les scènes d'action encore une fois, mais vraiment dans le côté intime et tout. Je trouve qu'il y a une espèce de sobriété, mais qui vise juste, en fait.
dans le ressenti, notamment tout ce qui touche aux relations de personnages et tout. Et je trouve que ça apporte ça touche, ça vise juste en fait. Oui, et après, je dirais que même pour les scènes d'action, en fait, je trouve que c'est beaucoup moins stylisé que ce qu'il a tendance à faire. Oui, c'est pour ça aussi, je sais que je n'aimais pas. Déjà, par la fin, le climax qui effectivement est complètement fou avec la moto, où ils mettent la bombe. Ah oui, où il fonce vers un tank avec la moto qui traîne un carton rempli de bombes. Ça, c'est génial. En plus, je kiffe la musique de Lowell à ce moment-là. Ça, c'est énorme. Mais sinon, le reste du temps, les séquences d'action, je trouve même pas qu'il essaye d'émuler le style de John Woo, du coup. C'est-à-dire que il me semble qu'il y a quand même beaucoup moins de ralentis, que le montage est plus conventionnel, en fait. Il y a beaucoup moins de distorsion, de montage parallèle. C'est ça. En fait, les scènes d'action sur le papier, je dis bien à l'écriture, je parle bien de l'écriture, elles sont pas inintéressantes. Le problème que j'ai avec ces dernières, c'est qu'effectivement, alors, je fais abstraction du style John Woo, je précise, parce que sinon, c'est là, en termes de comparaison, là, sur celui-là, voilà. Mais tu enlèves la notion de ralenti, c'est-à-dire qu'il y a des belles idées, mais je trouve que l'exécution est un peu schmoll, en fait, un peu mou, en fait, justement parce qu'il a recours au ralenti, en fait, mais sans apporter de dynamique autre que ça, en fait. Il cherche pas. Oui, mais en fait, oui, c'est ça. Mais moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est que Tsoyark, pour moi, c'est vraiment tout comme John Woo, même s'il l'exprime de façon totalement différente. C'est vraiment un cinéaste du mouvement et sur lequel sa mise en scène va jouer certes sur une inventivité non-stop, pas dans le Syndicat du Crime 3, mais en règle générale, et vraiment en fait sur le côté ultra kinétique, alors que dans Better Tomorrow 3, j'ai plus l'impression qu'il s'intéresse à des vignettes, vraiment. Certains plans qui vont être très marquants en fait, mais que tu peux un peu détacher finalement du découpage, plus des images qui vont avoir une grosse puissance d'évocation, mais ça va pas jouer sur le côté ultra kinétique d'enchaînement des plans. Ça, je pense par exemple à certains moments. Genre, t'as un gunfight où t'as le personnage de Annie Tanui, à un moment qui vide un chargeur sous une pluie de débris de verre. Je trouve l'image est super marquante, tout comme le moment aussi où elle dégaine en tournant sur elle-même avec sa chevelure comme ça qui va partir en arrière, ou aussi ce passage où t'as Chow Yun-fat à la toute fin qui apparaît avec un M16 dans les mains derrière un espèce de nuage de fumée et qui crie le nom de son ennemi. T'as des plans qui sont ultra iconiques, mais qui fonctionne un peu en one shot en fait. Ce qui est étonnant de la part de Tsoyark. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça, je trouve que c'est peut-être plus moi par rapport au fait justement que le film est réalisé très très sobrement, alors que c'est vrai que ces scènes-là, elles détonnent en fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand je disais qu'il y avait de belles idées sur le papier, moi je pensais surtout au gunfight final où tu as Kit, donc Annie Tanui, qui en fait fait une pirouette avec son ancien amant justement, où en fait il tire en fait en faisant un mouvement, un balai en fait. Sur le papier, moi je trouve la scène très très belle, et en plus c'est une idée qui fonctionne avec le parcours des personnages, mais l'exécution, elle est bien pour le coup, mais enfin voilà, je trouve que ça détonne trop. Mais c'est vrai qu'effectivement c'est plus l'idée peut-être que ça détonne trop avec le reste du film que pour que ce soit vraiment, pour que ça me marque plus que ça en fait. Bon, après ceci dit. On parle en comparaison d'autres séquences d'action réalisées par Tsoyark ou de séquences d'action réalisées par John Woo. Mais après, si on compare par exemple au gros de ce qui se faisait dans le cinéma d'action, par exemple hollywoodien de la fin des années 80, c'est quand même d'un niveau très solide. Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et après, par contre, pour revenir à la dimension politique du film, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est la façon dont Tsoyark dépeint le cadre historique dans lequel se déroule son récit, avec, je trouve, une absence de manichéisme que je trouve assez salutaire. Genre, par exemple, j'ai beau préférer Une balle dans la tête, je trouve qu'Une balle dans la tête, dans sa description du conflit vietnamien, est beaucoup plus manichéen et finalement inscrit dans certaines idées
et codes préétablis qu'on a que le syndicat du crime 3 ou le syndicat du crime 3, ça te montre vraiment un chaos où il n'y a plus vraiment de bons et de méchants. Ne serait-ce que, par exemple, tu vois les Sud-Vietnamiens qui sont totalement corrompus. De même, le Nord-Vietnam, mais on te montre aussi des seigneurs de guerre en fait qui en font qu'à leur tête en fait et qui se battent même plus vraiment par conviction, mais juste pour assurer leur domination. Le film a un côté, pour utiliser un terme un peu à la mode en ce moment, non aligné. Mais malgré tout, il autorise quand même certains personnages à croire en des choses que le film, comment dire, là, le scénario autorise certains personnages à croire en des choses auxquelles le film ne croit peut-être pas lui-même. Je pense par exemple au personnage du jeune, comment il s'appelle, qui à la fin finit par épouser la cause c'est nord-vietnamienne. qui a été élevé par Mun. Oui, voilà, oui. Qui a été élevé comme un frère, qui est un peu le petit frère en fait, qui a été élevé comme le petit frère de Mark. D'ailleurs, la façon de filmer ce personnage lors de la dernière séquence du film, c'est vraiment hérité de toute l'imagerie propagandiste communiste. Oui, c'est ça. Non, mais clairement, avec les plans, on voit les personnages en contre-plongée qui courent avec le drapeau, ou même lui, pareil, en contre-plongée, voilà, qui enlève sa veste. C'est Eisenstein, il faut cracher à 2000. Oui, carrément. Et d'ailleurs, bon, petit pincement au cœur quand on voit, voilà, le point de vue que pouvait avoir Tsoyark. Je veux pas le voir. Je sais de quoi tu vas parler. Je veux pas le voir ce film encore. J'ai trop d'appréhension. Oui, que ce soit toi, Aurélien Noyer, que je salue, parce que lui, il l'a vu en salle. Que ce soit toi, Aurélien Noyer, que je salue donc. Nicolas Gilly qui l'a vu aussi et tout. J'ai eu tous les mêmes retours. Mais je sais de quoi tu vas parler, mais j'appréhende autant de le voir que le prochain. Non, mais c'est ça, c'est que Tsoyark, je trouve que dans tous ses films, y compris le Syndicat du crime 3, il avait toujours un regard en fait très intelligent sur justement sur l'endoctrinement, sur l'idéologie, ça et tu vois son dernier film, donc le film de guerre Battle of Lake Changjin, c'est tout le contraire en fait. Bon, il est pas tout seul sur ce film, mais quand même ça fait mal parce que je dois avouer que Tsoyark, je l'apprécie pour plein de choses. Voilà, pour sa virtuosité, son imagination, la sensibilité, c'est tout, mais je l'appréciais aussi pour son intelligence d'esprit. Voilà, c'est ça, son intelligence d'esprit et le recul salutaire qu'il avait en fait sur pas mal de questions politiques et voilà. je vais arrêter là parce que le sujet n'est pas le gros blockbuster propagandiste. Mais... Je le verrai un jour, mais je le verrai bientôt. Mais mais moi je sens que je vais pleurer. Je sens que je vais pleurer à la fin. Je me connais. Ça va être une horreur pour moi. Mais bon. Enfin. Mais par contre, dis-toi que les séquences d'action, c'est les trucs les plus spectaculaires que tu peux imaginer. Mais bon. Je sais. Après, ça saute pas le film, cependant. Voilà. Tu me l'as dit, Aurélien Noyer me l'a dit, Nicolas Gilly me l'a dit. Vous m'avez tous. Votre avis, c'est exactement le même. Exactement le même. Mais j'ai peur. Alors, franchement, je crois que je vais souffrir parce que pour un tueur, c'était un peu ma boussole, quoi. C'est un peu une de mes boussoles et tout. Donc, c'est voir quelqu'un. Enfin, passons. Voilà. Revenons au sujet. Voilà. Non, mais sinon, après, j'ai tendance à dire que il y a encore beaucoup de choses à traiter sur ces trois films. Mais après, voilà, c'est des films qui sont tellement importants, tellement denses, dans des filmos qui sont tellement importantes, etc., que on peut rester 10 heures dessus, facile. Donc, on va peut-être arrêter là. Et mais à part si tu as des choses quand même à ajouter. En fait, encore une fois, tu l'as très bien dit, on peut pas tout aborder parce que c'est quand même un gros du cinéma HK, un gros dossier du cinéma HK. Donc je pense que c'est pour ça qu'il valait mieux partir plus sur une conversation personnelle, comme on l'a fait justement par rapport au ressenti des films, à notre ressenti perso. Moi, je dirais que ça reste une de mes œuvres du cinéma HK
dirais préférée, enfin, je veux dire, une de celles qui ont entériné mon amour pour le cinéma HK et puis aussi pour ces deux génies que sont John Woo et Tsui Hark, même si je l'ai découvert, cette franchise, bien après avoir découvert certains de leurs plus grands classiques. Mais ça reste, je pense aussi pour beaucoup de fans de cinéma hongkongais, une très bonne porte, la porte d'entrée en fait, une des portes d'entrée qui les a conduits vers ce cinéma-là. Et ça reste encore aujourd'hui des œuvres passionnantes à voir et analyser, et surtout qui sont, tu vois, on parle beaucoup d'action à juste titre, mais moi je les trouve les trois films, je les trouve très émouvants chacun à leur manière et au final très humains en fait. Je trouve que c'était la force de ces films-là, c'était qu'au travers de récits qui étaient d'action, enfin, de récits ultra codés dans le film de Triade ou dans le troisième, le film de guerre, c'était d'arriver à toucher à des problématiques qui étaient humaines, qui étaient à la fois ancrées dans le contexte de leur époque et dans les problématiques de leur époque et auxquelles étaient confrontés les pays et les pays dans lesquels s'inscrivent justement ces films-là. Et en même temps qui arrivait à toucher des problématiques universelles en fait, qui pouvaient parler à chacun d'entre nous. Et je trouve que oui, mais c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment rien que pour ça des pierres angulaires dans le cinéma hongkongais, des pierres angulaires dans le cinéma des années 80 et plus généralement des pierres angulaires dans l'histoire du cinéma tout court. Et je pense que tu pourras revenir dessus, tu peux y revenir dessus autant de fois que tu veux. Ça reste des leçons de cinéma. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et oui, c'est vrai que c'est des films que je trouve aussi extrêmement touchants, excepté les séquences mélo avec Dinchek dans le 2, oui, sinon les oranges, tout ça. Mais sinon, ouais, je les trouve extrêmement touchants dans le sens où c'est un peu tout ce qu'on dit depuis 1 heure, voire plus. C'est des films dans lesquels les réalisateurs et scénaristes mettent énormément d'eux dans le personnage et ces personnages, je les trouve extrêmement incarnés et donc par conséquent, ça dépasse, oui, quand je dis simple film d'action, je veux pas être condescendant envers le cinéma d'action basique parce que c'est quelque chose que j'adore. Mais disons, c'est des films qui apportent une dimension supplémentaire. Ça, c'est évident. Et quand tu parles de l'importance de ces films, là aussi, je suis totalement d'accord avec toi, ne serait-ce que parce que, comme on l'a dit précédemment, le premier Syndicat du crime, c'est clairement une pierre angulaire. Et il y a un avant et un après Syndicat du crime dans l'histoire du cinéma hongkongais. Et en particulier, et dans l'histoire du cinéma d'action mondial, tout simplement, oui. Avant de terminer, nous allons peut-être dire comment se procurer les films de la trilogie, les 3 syndicats du crime. Alors, pour faire très simple, donc il y a eu un coffret édité chez HK Vidéo il y a quelques années. Récemment, il y a eu une ressortie, tout récemment, hein, il y a eu une restauration des 2 premiers opus en 4K, notamment si je dis pas de bêtises du côté de l'Asie. Après, le 3 étant considéré comme un épisode un peu à part, ça reste, voilà. Oui, et c'est vrai que... ça reste un épisode qui est assez, pas difficile à trouver, mais c'est vrai qu'on l'exclut un peu facile. On l'exclut volontairement dans les coffrets et tout, à part celui édité chez HK Vidéo, des 2 précédents opus, c'est-à-dire qu'on parle souvent du Syndicat du crime 1 et 2 dans les éditions, mais moins du 3 en fait. Oui, et justement, c'était une très belle édition, même si les copies ont vieilli. L'édition, le coffret HK Vidéo, sorti en 2008 ou 2009, si mes souvenirs sont bons, c'était une excellente édition dans le sens où ça proposait donc certes les 3 films, mais aussi la version longue du Syndicat du crime 3, qui mérite d'être vue puisque elle répare certains raccourcis narratifs, certaines petites incohérences qu'il y avait dans le montage sorti en salle. Et aussi, une des raisons pour lesquelles ce coffret était une réussite, c'est que il était accompagné. En fait, le coffret s'apparentait à une sorte de gros bouquin dans lequel étaient réunis les interviews et les articles de la revue HK concernant ces films. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas eu l'occasion d'avoir les HK entre la main, l'essentiel de ce qui a été dit sur ces films dans la revue se trouve dans ce coffret.
Et les interviews sont passionnantes et les analyses de l'équipe de HK sont toujours très solides aussi. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que si vous n'avez pas ce coffret, c'est un objet à avoir, même si les copies sont clairement pas les meilleures de ces films, étant donné que maintenant on trouve des copies HD de bien meilleure qualité. Et de 4K par Fortune Star, évidemment. Voilà. Oui. Et ben voilà, donc maintenant, avant de terminer, nous allons faire une petite recommandation autour de l'univers de Better Tomorrow ou de John Woo, de Tsuyark, enfin comme tu veux. Donc je t'écoute. Moi, c'est une petite reco du côté de John Woo. C'est un film un peu oublié de lui que j'aime beaucoup. C'est une récréation, hein, disons-le clairement pour lui. C'est Les Associés. Qu'il a tourné, si je dis pas de bêtises, entre Une balle dans la tête. En 91, ouais. Voilà, entre Une balle dans la tête et Hardball. Et c'est un caper movie. Alors moi, j'adore les caper movies. J'adore ce genre. Et donc, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle un film de braquage. Et ça se veut une récréation, mais c'est une récréation de haute tenue, donc toujours avec Shoyun Fat, etc. Et Leslie Cheung aussi. Et Leslie Cheung. Et c'est un film, en fait, moi, que j'aime beaucoup parce que c'est un peu, si tu veux, comment dire, c'est un film donc en hommage justement à La main au collet de Hitchcock, mais aussi il y a un côté un peu James Bond, Mission Impossible. Et en fait, j'ai tendance à penser que le vrai Mission Impossible 2, c'est celui-là, en fait. C'est Les Associés, en fait, quelque part. C'est la récréation par John Woo. C'est un film très léger, très drôle et super inventif, avec des putains de scènes d'action, notamment dans le climax. Et je trouve que c'est peut-être sa belle déclaration au cinéma pop d'une époque révolue. Donc je le recommande vivement. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais, mais je suis d'accord. C'est très chouette, hein, les Associés. Et c'est vrai qu'il y a de beaux moments de mise en scène. Je pense à toute une scène dans un musée avec des jeux d'ombre défilant sur les murs. Tout ça, c'est très très chouette. Et d'ailleurs, on parlait de Leslie Cheung. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière parce qu'on a oublié de mentionner que quand même aussi une des forces du premier Better Tomorrow, c'est que ça aura révélé deux immenses acteurs hongkongais en fait, qui sont Chow Yun-fat et Leslie Cheung, puisque Chow Yun-fat était une star de la télé, il jouait dans des séries. Par contre, il était un peu surnommé le chat noir en fait pour ses rôles au cinéma, dans le sens où dès qu'il était en tête d'affiche d'un long métrage, ça plantait. Et donc c'était un risque, hein, de le prendre comme un des rôles principaux du Syndicat du crime, mais à partir du Syndicat du crime et de ce personnage ultra iconique qui est Mark, là c'est devenu la superstar HK auprès de Jackie Chan à l'époque. Voilà, c'est vraiment devenu un acteur mythique du jour au lendemain grâce au Syndicat du crime. Et pareil, Leslie Cheung, il avait très peu tourné avant le Syndicat du crime. C'est vraiment un de ses tout premiers rôles. Il était surtout connu comme chanteur. D'ailleurs, c'est lui qui chante les jolies chansons du 1 et du 2. Et pareil, à partir du Syndicat du crime, sa carrière a décollé. Et ensuite, voilà, on l'a vu dans d'autres chefs-d'œuvre comme les histoires de fantômes chinois, etc. Voilà, je voulais juste revenir sur ça vite fait. Et sinon, de mon côté, je recommanderais aussi un autre film de l'âge d'or de John Woo qui fait partie des films un peu oubliés. C'est-à-dire que voilà, quand on parle de l'âge d'or de John Woo, on pense en particulier aux deux premiers Syndicats du crime, à The Killer, à Une balle dans la tête et à Toute épreuve, hein, qui sont vraiment ces 5 films majeurs de cette période. Et comme tu l'as très bien dit, il y a Les Associés, qui est tout à fait digne d'intérêt. Et il y a aussi un autre film qui s'appelle Just Heroes. Et Just Heroes, en fait, c'est un film qu'il a co-réalisé avec Woo Ma. Donc vous savez, Woo Ma, l'homme qui était absolument partout à Hong Kong des années 70 à 90, donc qu'on a vu dans des centaines de films, qui a aussi réalisé tout plein de films et qui est surtout connu pour son rôle de moine taoïste rappeur dans Histoire de fantômes chinois. Et donc il co-réalise ce film avec John Woo, et en fait c'est un film à tout petit budget qui a été conçu afin d'assurer une bonne retraite à Shang-Chi, même si ce dernier aura visiblement, vu ce que j'ai pu lire, reversé une grande partie des bénéfices à des étudiants en cinéma. Et donc, Just Heroes, comme l'indique son titre, c'est un pur heroic bloodshed. Donc,
polar mafieux chevaleresque avec des fusillades. Et même si je trouve que voilà, le film ne propose pas de personnages aussi marquants que dans le Syndicat du crime ou dans The Killer, malgré tout, on y trouve quand même la mélancolie qui est une des grandes forces des films des polars de John Woo de cette époque. On trouve aussi quand même un beau casting de vieux briscards de la Shaw Brothers qui sont un peu en mode baroud d'honneur, dont Shen Kwan-tai par exemple, qui était le justicier de Shanghai du film de Shang-Chi, et des scènes de fusillade qui sont toujours aussi bien découpées, aussi virtuoses. Rien que pour les séquences de fusillade, ce film vaut largement le détour. Et c'est aussi un film dans lequel John Woo règle un peu ses comptes avec une mauvaise réception du Syndicat du crime. Je veux dire, une mauvaise réception, je parle pas de réception critique ou publique, mais en fait, John Woo a été pas mal affecté à l'époque de la sortie du Syndicat du crime par le fait que énormément de spectateurs aient vu ce film comme une glorification des triades. Ce qui est surtout pas le cas. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça l'a vraiment touché en fait, même que que tout le monde se déguise en personnage du Syndicat du crime, prennent des attitudes de mecs de triade, et ça, alors que John Woo disait que c'était pas du tout le but de son film que de faire des gangsters des héros. Il voulait même au contraire montrer que l'héroïsme dans le film, l'héroïsme vient du fait que les personnages tentent de s'éloigner de ce monde et non pas de l'intégrer. Et donc dans Just Heroes, il y a des passages assez méta dans la carrière de John Woo où on suit un jeune adulte qui est fan du Syndicat du crime, qui fait énormément référence à ce film et qui à chaque fois dit trop cool, je vais faire comme dans le Syndicat du crime, et qui a une sorte de recul un peu malsain sur la violence en fait à laquelle il assiste. Pour lui, c'est du cinéma. Jusqu'à ce qu'à la fin du film, il y a un mec qui lui plonge littéralement la tête dans un cadavre en lui disant non mais arrête tes conneries, le cinéma c'est le cinéma, la réalité c'est la réalité, quoi, tu vois. Et donc John Woo se sentait le besoin en fait de s'adresser au public par rapport à ça via Just Heroes. Donc en gros Just Heroes, petit film de John Woo, pas forcément le plus célèbre et le plus réputé, mais il y a des choses très intéressantes dedans et surtout quelques bons gros gunfights qui débourrent, et ça fait toujours plaisir. Après ces petites recommandations, nous allons terminer l'épisode comme d'habitude sur une musique, et cette fois-ci en lien avec les films dont nous avons parlé, nous allons diffuser la chanson d'Anita Mui composée pour le Syndicat du crime 3, qui est très très joli titre, donc bonne écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la 36e chanson du Cinéphage. Et à très bientôt, Johan. À très bientôt, Aurélien, et à très bientôt, tout le monde.逝去的光彩不復還，遲遲年月難耐這一生的變幻，如浮雲聚散，纏結這滄桑的倦顏。漫長路驟覺光陰退減，歡欣總短暫未再返，哪個看透我夢想？是平淡，曾遇上幾多風雨翻，編織我交錯夢幻。曾遇你真心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰淡，路上紛擾波折再一彎，一天想到歸去，但已晚。
聚散，纏結這滄桑的倦顏。漫長路，驟覺光陰退減，歡欣總短暫，未再返。那個看透我夢想是平淡，曾遇上幾多風雨翻，編織我交錯夢幻。曾與你真心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰淡，路上紛擾波折再一彎。一天想到歸去，但已晚。天生孤單的我心暗淡，路上風霜哭笑再一番。一天想到歸去，但已晚。曾遇上幾多風雨翻，編織我交錯夢幻。曾與你真心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰淡，路上紛擾波折再一彎。一天想到歸去，但已晚。曾遇上幾多風雨翻，編織我交錯夢幻。曾與你真心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰淡，路上紛擾